Bonjour, nous abordons maintenant le chapitre 7 qui porte sur la poursuite du conflit israélo-palestinien. Nous avons vu au chapitre 3 du cours que le conflit pour la Palestine a d'abord été judéo-arabe ou judéo-palestinien en Palestine ottomane et sous mandat britannique après 1920. Il faut faire attention à l'utilisation du mot palestinien à cette époque parce qu'il désigne à la fois les juifs qui vivent en Palestine, qu'on appelle souvent des juifs palestiniens, et les arabes qui vivent en Palestine. En 1948, avec la création de l'État d'Israël, le conflit devient interétatique, israélo-arabe, entre Israël et les États arabes. Il continue à avoir des conséquences très importantes pour les Palestiniens, mais ceux-ci ont très peu d'influence sur le déroulement du conflit. Cela change progressivement après la guerre de 1967, qui a pour conséquence de placer la majorité des Palestiniens sous occupation israélienne, en Cisjordanie et à Gaza, et de donner une certaine liberté d'action à l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, par rapport au gouvernement arabe. À partir de 1979 ou 1982, 79 c'est la signature du traité de paix israélo-égyptien, 1982 c'est son application complète, le conflit interétatique passe au second plan, ou même disparaît presque complètement, non pas dans les déclarations de certains gouvernements arabes, mais dans la pratique, parce que les États arabes, privés de la participation de l'Égypte, sont devenus incapables de faire une vraie guerre contre Israël. Mais le conflit israélo-palestinien, lui, se poursuit et s'aggrave. Et c'est essentiellement de cela que nous allons parler aujourd'hui. Il faut revenir un petit peu en arrière sur les conséquences de la guerre de 1967 dans les territoires occupés. J'y ai déjà fait allusion, mais j'y reviens de façon un petit peu plus systématique. L'occupation de la Cisjordanie et de Gaza, qui sont des territoires peuplés de plusieurs millions de Palestiniens, entraîne en Israël un débat entre Israéliens, entre essentiellement deux façons de voir les choses. Il y a l'argument de la sécurité. Pour la sécurité militaire d'Israël, énormément de gens croient que l'occupation des territoires est nécessaire au maintien de la sécurité, que les frontières d'Israël avant 1967 étaient beaucoup trop vulnérables et que là maintenant les Israéliens sont sur le Jourdain, ils sont sur le canal de Suez, le territoire est un peu moins minuscule, il n'est quand même pas très grand, mais il est plus défendable. En fait, nous avons vu le canal de Suez comme position défensive était plutôt une illusion et que le fait que la ligne à défendre soit beaucoup plus éloignée du centre d'Israël a représenté un handicap pour l'armée israélienne en 1973. Mais ça, c'est quelque chose que les Israéliens découvrent en 1973. Le maintien de l'occupation des territoires est vu comme quelque chose de souhaitable pour la sécurité tant que les États arabes ne se décident pas à faire la paix. Et éventuellement, la restitution de certains territoires pourrait être un élément dans une négociation pour persuader les États arabes de faire la paix. Là, le contre-argument, c'est l'argument démographique. Enfin, les gens qui disent, vous ne vous rendez pas compte, les Palestiniens dans les territoires occupés sont presque aussi nombreux que les Juifs israéliens, ils ont des taux de natalité plus élevés, et si on garde ces territoires très longtemps, ils vont devenir plus nombreux que nous, et ça va être un problème politique majeur. Donc il faut se débarrasser de ces territoires parce que le maintien de l'occupation de ces territoires est dangereux. Je crois que cet argument démographique, il continue à être valable jusqu'à aujourd'hui, même s'il est utilisé beaucoup moins en Israël aujourd'hui qu'il l'a été en 1968-69, enfin au début de l'occupation qui suit la guerre de 1967. Alors, l'annexion de Jérusalem est décidée tout de suite. Il y a à Jérusalem 70 000 habitants arabes, palestiniens,
à qui les autorités israéliennes proposent la citoyenneté israélienne, la plupart d'entre eux la refusent, mais on leur donne un statut de résident permanent qui leur permet de rester à Jérusalem sans avoir, tout en n'étant pas citoyen. La situation des Palestiniens sous contrôle israélien est variable. Il y a ceux qui sont citoyens israéliens qui le sont depuis 1948 ou qui sont les enfants de gens qui le sont devenus en 1949, enfin avec la fin de la guerre de 1948, dont le statut dont nous avons déjà parlé, qui sont des gens qui ont un droit de vote, qui sont des gens qui ont un système scolaire, un système de santé parfois pas trop mal, et beaucoup de limitations de leur liberté d'expression politique. Il y a ensuite les résidents permanents de Jérusalem qui ne sont pas citoyens. La loi israélienne s'applique à eux, sauf le droit de vote et les droits directement liés à la citoyenneté. Puis ensuite, il y a les habitants des territoires occupés, auxquels continuent à s'appliquer soit des lois jordaniennes, soit des décisions prises par l'administration militaire israélienne, et dont le statut juridique est beaucoup moins favorable. Et là aussi, le statut varie. Dans certaines agglomérations, le statut des Palestiniens, il n'est pas trop mauvais. À Gaza, il est vraiment bien pire. Il y a toute une gradation. La situation des Palestiniens, elle est variable selon le degré d'occupation, si vous voulez, dont ils sont l'objet. À propos de Jérusalem, il faut souligner une chose, c'est que les Israéliens annexent Jérusalem tout de suite, et en fait agrandissent Jérusalem ensuite, ce qui fait qu'ils n'ont pas annexé seulement Jérusalem, ils ont annexé un certain nombre de villages ou d'agglomérations proches autour de Jérusalem, qu'ils ont rattachés à la municipalité de Jérusalem, qui est plus étendue aujourd'hui qu'elle l'était en 1967, entre la partie israélienne, qui était déjà assez grande, et la partie jordanienne, qui était toute petite en superficie. Et ce n'est pas seulement ça qu'ils ont annexé, c'est quelque chose de plus grand. Donc l'annexion, elle s'étend davantage. Ça a été fait progressivement après 1967. Il commence dès 1968 à y avoir des implantations de colons juifs israéliens en Cisjordanie. En 1977, ils seront 4000, c'est-à-dire c'est pas beaucoup. Il y a déjà beaucoup plus d'Israéliens qui sont implantés dans la partie est de Jérusalem, dans la partie arabe ou jordanienne avant 67, qui a été annexée. Ce qui fait que quand vous rencontrez des chiffres sur le nombre de colons israéliens, il faut toujours faire attention, est-ce que le chiffre inclut Jérusalem ou exclut Jérusalem? En 1977, quand je vous dis qu'il y a 4000 colons en Cisjordanie, ça veut dire en Cisjordanie, un tout petit peu à Gaza, sans compter Jérusalem. Si on compte Jérusalem, c'est beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est à peu près, c'est davantage en Cisjordanie qu'à Jérusalem, parce que la population de colons a beaucoup augmenté en Cisjordanie. Ces implantations, ce sont des implantations politiques militantes de gens qui viennent s'installer là pour plaider en faveur de l'annexion des territoires ou pour rendre plus difficile l'évacuation des territoires. Jusqu'en 1960, à la veille de la guerre de 1973, le gouvernement israélien, dans une période très, très optimiste sur l'avenir, là, il n'y aura pas de paix avant très longtemps et on peut garder la situation telle qu'elle est, le gouvernement israélien se met à favoriser le développement des implantations dans les territoires occupés, non seulement la Cisjordanie et Gaza, mais aussi le Sinaï. Et là, il y a des colons qui sont installés, qui vont être évacués après 1979, à la suite de la signature du traité de paix avec l'Égypte. La guerre de 1973 diminue beaucoup l'ambition israélienne ou l'optimisme israélien, la capacité, la croyance des Israéliens qu'ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent.
Et dans la période de 74 à 77, c'est déjà Rabin qui est Premier ministre à ce moment-là, nous en avons déjà parlé, il limite de façon très très stricte le développement des colonies qui se fait presque entièrement sous la forme de colonies illégales que le gouvernement essaie d'interdire, essaie d'empêcher, essaie de démanteler. Il y a toute une guérilla là entre une guérilla non violente, mais une guérilla politique et juridique entre les organisations favorables, les partis israéliens favorables à la colonisation, qui ont pour but de réaliser, de rendre inévitable l'annexion de la Cisjordanie, et un gouvernement israélien qui pense que c'est pas le moment, qui pense que ça coûte trop cher, ou peut-être qui aurait pu envisager sérieusement de quitter ces territoires. À partir de 1977, en 1977, c'est la victoire du Likoud aux élections israéliennes et l'arrivée de Begin au pouvoir. Begin va fêter sa victoire électorale dans une colonie illégale en Cisjordanie, que le gouvernement précédent n'était pas encore arrivé à démanteler. Et il affirme très clairement que sa politique, c'est pas du tout de freiner la colonisation, l'établissement de colons israéliens en Cisjordanie, c'est de développer ces implantations, malgré l'opposition, malgré bien sûr le mécontentement des Palestiniens, qui trouvent ça très inquiétant, malgré l'opposition d'énormément de gens en Israël à ce moment-là, qui pensent que le développement des colonies est quelque chose qui est très, très dangereux, et malgré l'argument qui a été accepté pendant très longtemps par la plupart des pays du monde, les États-Unis ont changé de politique très récemment là-dessus, que ces colonies sont illégales, pas que les conventions adoptées après la Deuxième Guerre mondiale interdisent à une puissance occupante de changer le peuplement d'un territoire occupé, soit en expulsant une partie de la population de ce territoire, soit en implantant sa propre population sur ce territoire. L'argument des juristes israéliens dans ce débat-là est de prétendre que la Cisjordanie, c'est pas un territoire occupé, parce que la Cisjordanie n'était pas vraiment du territoire jordanien légitime, que l'annexion de la Cisjordanie par la Jordanie, le rattachement de la Cisjordanie à la Jordanie, n'avait pas été reconnu officiellement par beaucoup de pays dans le monde, et que donc ce territoire de la Cisjordanie, c'était pas un territoire jordanien, c'était un territoire disputé entre Israël et la Jordanie, un territoire disputé que la Jordanie occupait avant 67, que Israël occupe après 67, ça reste un territoire disputé et ça n'est pas un territoire occupé. Les Israéliens d'ailleurs, les autorités israéliennes au moins, refusent de plus en plus de parler de territoire occupé, ils parlent de territoire administré. Pour que ce soit un territoire occupé, il aurait fallu que ce soit le territoire d'un autre État. Or, c'était un territoire dont le statut, aux yeux des Israéliens, n'était pas défini avant 1967. L'argument, et je pense qu'il n'est accepté par presque personne dans le monde, est un argument qui est très mauvais, parce que les conventions qui ont été faites interdisant à une puissance occupante de changer le peuplement d'un territoire qui est l'objet d'une occupation militaire temporaire pour une raison ou pour une autre, de l'interdiction de changer la composition du peuplement de ce territoire, c'est pas destiné à protéger les droits de l'État dont le territoire est occupé, c'est destiné à protéger les gens qui habitent là. Hein. Et la question du statut légitime ou non de la Cisjordanie avant 1967, est-ce que c'était vraiment du territoire jordanien ou est-ce que c'était du territoire contesté? Ça ne change rien à l'applicabilité des conventions internationales qui ont été faites pour protéger des personnes et non pas pour protéger la souveraineté, la souveraineté des États. Dans ce débat sur
le développement des colonies, certains Israéliens vont utiliser aussi l'argument que le développement des colonies, c'est pas vraiment un obstacle à la possibilité d'un règlement négocié et pacifique du conflit, parce qu'en fait, c'est juste un moyen de pression sur les Arabes. C'est pour persuader les Arabes qu'ils auraient intérêt à négocier, parce que plus tard ils vont négocier, plus il y aura de colonies israéliennes dans les territoires occupés, et donc plus ce sera difficile à régler. L'argument, je pense, il est psychologiquement invraisemblable vu du point de vue des Arabes. Vu du point de vue des Arabes, évidemment, le développement des colonies les persuade que les Israéliens n'ont pas du tout l'intention de négocier, n'ont pas du tout l'intention de s'en aller. Ce n'est pas le but de tous les colons qui sont établis en Cisjordanie, c'est le but de certains d'entre eux qui vont là pour rendre plus difficile ou impossible le retrait des territoires occupés. Beaucoup de colons sont là seulement parce que les logements sont meilleurs marchés, notamment beaucoup d'implantations qui sont faites tout près de la ligne d'armistice d'avant 1967, donc pas loin de Tel Aviv ou des grandes villes israéliennes, qui sont des gens qui habitent là parce qu'on leur a donné des logements qui coûtaient moins cher et qui vont travailler à Tel Aviv en autobus ou en automobile tous les jours. Mais certains des colons, au contraire, sont des militants politiques, sont des gens qui sont venus là pour rendre difficile ou impossible pour le gouvernement israélien, enfin pour forcer la main du gouvernement israélien en faveur de l'implantation. Alors c'est en faveur de l'annexion des territoires occupés. Les implantations juives, je vous ai dit, c'est 4000 personnes, sans compter Jérusalem, en mai 1977. C'est 16 000 en 1981, toujours sans compter Jérusalem. Donc après 4 ans de gouvernement du Likoud. En 2000, c'est 250 000. Et aujourd'hui, c'est plus de 400 000 juifs israéliens qui vivent dans les colonies en Cisjordanie, qui sont devenus donc quelque chose d'énorme et qui est un problème considérable s'il y avait une négociation sérieuse pour régler le conflit. Quelle est la situation des organisations palestiniennes pendant cette période? Nous avons vu que l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, a été créée en 1964, donc avant la guerre de 67, par la Ligue arabe. Elle a très peu d'importance jusqu'en 1967. Elle est en fait pratiquement un instrument de la politique égyptienne. C'est l'Égypte qui a souhaité la création de l'OLP dans une certaine mesure pour bloquer une proposition faite par l'Irak de créer un gouvernement palestinien en exil. Et donc on crée cette organisation qui n'est pas du tout un gouvernement palestinien en exil et qui a un statut très très limité au départ. Il est dit très clairement que l'OLP n'est pas du tout compétente pour administrer ou gouverner les Palestiniens qui vivent en Cisjordanie. La Jordanie ne veut pas entendre parler de ça. La Jordanie, elle veut continuer. Bon, elle considère les habitants de la Cisjordanie comme des Jordaniens, elle les traite effectivement comme ça, et elle ne veut pas que une autre organisation se mette à se mêler de cela. Et même à Gaza, où les habitants palestiniens ne sont pas citoyens égyptiens, mais ils sont administrés par l'Égypte, l'Égypte ne veut pas non plus que l'OLP vienne se mêler de ce qui se passe à Gaza. Donc l'OLP est une organisation à laquelle participent un certain nombre de Palestiniens réfugiés ou émigrés, des Palestiniens de l'extérieur, qui luttent pour la libération de la Palestine. Ce n'est pas un gouvernement en exil, ce n'est pas même une autorité qui est là pour exercer dès maintenant un pouvoir ou un rôle quelconque envers la population palestinienne. La majorité des Palestiniens avant 1967 ne sont pas sous contrôle israélien. Ce que change la guerre de 67, c'est que tout d'un coup, la majorité des Palestiniens vont se retrouver sous contrôle israélien. Alors, l'OLP acquiert une autonomie
à partir de 1968, 67-68, parce que les États arabes sont plus faibles et perdent la possibilité de la contrôler efficacement, notamment en Jordanie. De 67 à 70, l'OLP va avoir énormément de liberté d'action à cause de la faiblesse de l'armée jordanienne et du gouvernement jordanien à la suite de la défaite de 1967. En 68, Yasser Arafat, le leader du Fatah, nous avons déjà parlé du Fatah et du rôle qu'il a joué avant la guerre de 1967, Yasser Arafat devient le président de l'OLP, et l'OLP devient une organisation assez importante et qui développe toute une réflexion sur comment continuer la lutte contre Israël. Donc là, il y a une sorte de réflexion stratégique, si vous voulez, qui est très influencée par la culture des années 60, où beaucoup de gens avaient tendance à croire que la guérilla est quelque chose d'extrêmement puissant. Pas que les Algériens, par la guérilla, ont obtenu l'indépendance des Français, les Vietnamiens, par la guérilla, ont obtenu le départ des Américains du Sud-Vietnam, et qu'on peut faire des choses très très importantes de cette façon-là, et qu'après tout, si les armées régulières arabes n'étaient pas capables de gagner contre l'armée israélienne, on devrait utiliser une autre méthode, et après 1967, ça devient possible, parce que pour faire de la guérilla, il faut avoir une population importante occupée par l'ennemi, pas pour pouvoir faire de la guérilla contre l'ennemi. Alors avant 1967, c'était très difficile pour les Palestiniens. Après 1967, il y a maintenant 2-3 millions de Palestiniens qui sont contrôlés par les Israéliens, et il doit être possible de faire de la guérilla dans cette population. En fait, ça va se passer... ça va être très difficile. La Cisjordanie, c'est pas si grand. Il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de grandes montagnes, il n'y a pas vraiment de terrain de guérilla, comme ce qu'il y avait au Vietnam ou même en Algérie. Et c'est facile à surveiller, c'est facile à contrôler. En plus, la population de la Cisjordanie, beaucoup de ces gens n'étaient pas vraiment mécontents d'être jordaniens, et ils pensent, je vous l'ai déjà dit, qu'il va y avoir un règlement diplomatique de l'extérieur, ils vont redevenir jordaniens lorsque les Israéliens vont s'en aller, et que ça ne vaut pas la peine de se faire tuer pour essayer d'accélérer ce processus. Après l'échec de l'implantation de l'OLP en Cisjordanie pour faire de la guérilla, la guérilla, il y en aura une, mais elle prendra la forme d'infiltration à partir de la Jordanie, de représailles israéliennes contre la Jordanie ou contre des bases de l'OLP en Jordanie, de batailles quelquefois assez sérieuses, en fait une sorte de guerre des frontières qui se déroule entre la Jordanie et Israël, qui est essentiellement la participation des Palestiniens, avec quelquefois l'armée jordanienne qui les aide un peu, de 1967 à 1970. Et ça prend fin en 1970, j'en ai déjà parlé, quand le roi Hussein décide de mettre fin à la liberté d'action des organisations palestiniennes en Jordanie. Et elles vont se replier au Liban. Alors là, la stratégie de l'OLP continue à être un peu une stratégie de guerre populaire ou de guérilla. Ils n'ont pas vraiment d'armée conventionnelle pour combattre Israël. Cette guérilla, elle peut être comprise soit comme un système de provocation pour que le conflit dure et pour que les États arabes, à un moment ou à un autre, soient entraînés de nouveau dans la guerre, et que ça permet peut-être la prochaine fois, ça va permettre de gagner, ou même la prochaine fois, les Israéliens vont gagner de nouveau, et ça va permettre d'amplifier la guerre populaire contre eux. C'est la réponse que m'a fait un intellectuel palestinien à Beyrouth en 1981. Il décrivait la stratégie de l'OLP. Je lui ai demandé, qu'est-ce que vous croyez que ça peut donner, ça, que les Israéliens viennent occuper Beyrouth? Ils le feront 6 mois après. On savait déjà assez bien à l'automne 81 qu'ils étaient en train de le préparer. Et il m'a répondu, mais bien sûr, je souhaite qu'ils viennent occuper Beyrouth, et je souhaite qu'ils aillent occuper Damas et le Caire ensuite.
Vous voyez quelle est la logique de cette déclaration. Pour faire de la guerre populaire contre les Israéliens, il faut que les Israéliens occupent un grand nombre de populations arabes. Pour l'instant, ce qu'ils ont en Cisjordanie, à Gaza, ça ne suffit pas. Ils vont effectivement envahir le Liban et on va pouvoir faire de la guérilla contre eux au Liban. Il y aura de la guérilla contre les Israéliens au Liban jusqu'en 2000, mais le Liban, c'est pas assez grand. Et s'ils étaient allés occuper aussi le centre de la Syrie et le centre de l'Égypte, effectivement, probablement, ça aurait tourné à la catastrophe. Les dirigeants israéliens ont été agressifs et imprudents concernant le Liban. Ils n'ont pas été fous au point d'aller occuper le Caire ou d'aller occuper Damas. Et donc le rôle des Palestiniens dans la guerre civile du Liban, j'en ai parlé déjà beaucoup. Ce qui est intéressant d'exposer très rapidement maintenant, c'est quelle était la propagande palestinienne, enfin des organisations palestiniennes dans les années 70, où il y a un double discours. Il y a une propagande en Europe qui est beaucoup une propagande sur le peuple palestinien qui a été privé de sa terre en 1948, qui est privé de sa liberté aujourd'hui par l'occupation israélienne et qui a le droit de lutter pour sa libération. Et puis il y a un deuxième discours qui est beaucoup plus utilisé à l'usage des voisins arabes, des autres arabes, qui est la fidélité au nationalisme arabe nassérien, que les Palestiniens sont des Arabes comme les autres et qu'il s'agit de libérer la Palestine, non pas pour faire un État palestinien, mais dans l'intérêt de l'ensemble de la nation arabe. C'est une position qui est militairement plus réaliste face à Israël, que les Palestiniens puissent gagner tout seuls est improbable, et je crois aussi parce que elle est nécessaire dans le contexte du conflit du Liban. Je vous ai expliqué déjà qu'au Liban, il y a deux positions politiques fondamentales pour les Libanais. Il y a ceux qui sont nationalistes libanais, il y a ceux qui sont nationalistes arabes. Ce sont évidemment les nationalistes arabes qui sont pro-palestiniens. Et les Palestiniens qui combattent principalement au Liban, ou à partir du Liban, à partir du début des années 70 et jusqu'en 1982-83, ils ont besoin perpétuellement de justifier aux yeux des Libanais le rôle qu'ils jouent dans leur pays. Et l'argument, c'est si le but des Palestiniens était de dire nous sommes des Palestiniens, nous ne sommes pas des Arabes comme les autres et nous devons avoir un État palestinien spécial pour nous, c'est un mauvais argument pour exiger des Libanais, pour demander des Libanais ou aux Libanais, ou même pour exiger de leur part la solidarité avec les Palestiniens. Alors que l'argument est beaucoup plus fort si on leur dit écoutez, nous appartenons tous à la nation arabe, nous luttons contre Israël pour libérer la nation arabe, et c'est la lutte de tous les Arabes, et aussi des Libanais, et aussi des Syriens, et aussi de tout le monde. Donc je crois que cette permanence du nationalisme nassérien au sein de l'OLP, après la mort de Nasser, qui est mort en 1970, un trouble de mémoire tout d'un coup, la persistance de ce nationalisme nassérien s'explique par ces conditions d'existence des organisations palestiniennes au Liban dans les années 70. L'OLP a à l'origine, dans sa charte de 1964, une position qui ne permettait aucune négociation avec Israël. L'État d'Israël doit disparaître. On dit l'entité sioniste d'ailleurs, le mot Israël est utilisé le moins possible par les Arabes. L'entité sioniste est une agression, elle doit disparaître, et les Juifs qui vivent là doivent repartir ailleurs, c'est pas leur pays, sauf ceux qui peuvent montrer qu'ils étaient là avant 1920, donc avant le début du mandat britannique et de l'officialisation de l'entreprise sioniste
en Palestine. Donc, ou bien vous pouvez prouver que vos ancêtres étaient déjà là avant 1920, ou bien vous êtes très vieux, vous étiez vous-même là avant 1920, ou bien vous devez repartir. Vous devez repartir dans un autre pays, ça ne nous regarde pas où vous voulez aller, mais ce n'est pas votre place ici. Évidemment, ça ne donne pas beaucoup de possibilités d'entente avec les Israéliens. Une première modération de la position de l'OLP apparaît en 1974. En 1974, l'OLP se met à avoir une audience internationale très importante. C'est à ce moment-là, par exemple, que Arafat va être reçu à l'ONU, que l'OLP va obtenir un siège d'observateur à l'ONU. L'OLP n'est pas un État, il n'est pas membre de l'ONU, mais un siège d'observateur qui permet d'avoir un siège là dans le fond de la salle de l'Assemblée générale et de participer officiellement, de pouvoir communiquer, etc., avec les institutions de l'ONU. Cette visibilité de l'OLP dans le monde, elle est en partie la conséquence de 1973 et de l'augmentation du prix du pétrole. Pas beaucoup de gouvernements ont cru qu'il fallait avoir de bonnes relations avec les Arabes pour avoir du pétrole, ou pour que les États arabes à qui on a acheté le pétrole acceptent de remettre les dollars qu'on leur a donnés dans les banques des pays qui ont acheté le pétrole. Et pour être bien vu des États arabes, c'est bien de prendre des positions pro-palestiniennes ou qui ont l'air d'être pro-palestiniennes. Et donc c'est dans ce contexte de réussite diplomatique relative de l'OLP que l'OLP est incité par beaucoup de gens, des gens pro-palestiniens en Occident qui disent à l'OLP, écoutez, votre histoire de faire partir tous les juifs d'Israël ailleurs, ça ne marche pas du tout, il faut que vous trouviez autre chose. Et c'est à ce moment-là que l'OLP adopte comme position officielle que l'État d'Israël doit disparaître, un État doit être créé en Palestine, sur l'ensemble du territoire de la Palestine, dans les frontières de la Palestine du mandat britannique d'avant 1948, et que tous les Juifs pourront rester là, quelle que soit l'époque où ils sont arrivés, mais il n'y aura plus d'État juif, il y aura une Palestine laïque et démocratique. Yasser Arafat a répété cette expression très très souvent, une Palestine laïque et démocratique où tous les habitants, quelle que soit leur religion, pourront vivre en citoyens égaux, ce qui est un idéal tout à fait compatible avec la culture dominante du monde occidental de la fin du XXe siècle. Là aussi, en 1974, l'OLP adopte une position qui a été vue par beaucoup de gens comme une position de compromis face à Israël et qui, je crois, ne l'était pas. L'OLP donne l'apparence d'accepter un compromis territorial provisoire. C'est l'idée qu'il pourrait établir un État palestinien sur une partie de la Palestine et pas seulement sur toute la Palestine. Parce que jusque-là, la revendication, c'était toujours cette Palestine laïque et démocratique, elle doit être, dont nous parlions à l'instant, elle doit être établie sur tout le territoire de la Palestine, incluant tout le territoire d'Israël, plus la Cisjordanie, plus Gaza. Et la position prise en juin 1974 dans le programme de l'OLP, je vous lis quelques lignes de ce programme parce qu'il est souvent présenté de façon assez trompeuse. Je cite. « L'OLP emploiera tous les moyens, et en premier lieu la lutte armée, pour libérer le territoire palestinien et établir l'autorité indépendante, nationale et combattante sur toute partie du territoire palestinien qui sera libéré. L'OLP luttera contre tout projet d'entité palestinienne dont le prix serait la reconnaissance de l'ennemi, la paix, les frontières sûres, la renonciation à nos droits nationaux et la privation des droits de notre peuple au retour et à l'autodétermination sur le sol de sa patrie. » Donc ça équivaut à dire, si on arrive à gagner une guerre contre Israël et à reprendre un morceau de la Palestine, ou si on arrive par une négociation, mais comment serait-ce possible avec les Israéliens d'obtenir un morceau de la Palestine, on ne va pas le refuser, on va s'établir là, étant bien entendu que ce sera une base pour la lutte, la continuation de la lutte
n'est-ce pas, et en premier lieu la lutte armée pour la libération de toute la Palestine qui reste l'objectif de l'OLP. Alors beaucoup de gens, notamment en France, ont fait semblant de croire que l'OLP venait d'accepter l'établissement d'un État palestinien à côté d'Israël qui cohabiterait avec Israël. C'était pas ça du tout. On en est très très loin. C'était peut-être un petit pas dans cette direction. Un front du refus va se constituer à l'intérieur de l'OLP. Un certain nombre de gens dénoncent Arafat comme quelqu'un qui est en train de faire des concessions excessives. J'ai participé en 1981 à une conférence à Beyrouth où j'étais invité par des Palestiniens proches de cette mouvance du front du refus, donc plutôt des radicaux palestiniens qui avaient des Palestiniens, des Libanais, des gens venus des pays arabes, un certain nombre de gens venus des pays d'Europe de l'Est, il y avait des Polonais, des Russes, des gens comme ça, des pays communistes à ce moment-là, évidemment, et quelques Occidentaux, principalement des Suédois, des Français, et moi. Et j'avais été invité là par erreur parce qu'ils avaient du mal à trouver des Occidentaux, donc ils m'avaient invité, et moi j'avais trouvé ça intéressant, donc j'avais accepté d'y aller. Et c'était très, très, très instructif. Et les orateurs palestiniens dans cette conférence dénonçaient la politique d'Arafat, cette idée d'avoir un État sur une partie de la Palestine. Ils appelaient ça la République de Jéricho. Que si Arafat obtenait Jéricho, qui est une ville pas très importante dans la vallée du Jourdain, à l'est de Jérusalem, que ça serait ridicule, il ne faudrait surtout pas accepter ça. Et ce qui m'avait frappé beaucoup, parce que c'était tellement différent, là, je dirais les Palestiniens étaient en présence d'autres Arabes, et notamment de Libanais, envers qui ils avaient ce problème d'apparaître comme des nationalistes arabes, plus que comme des nationalistes palestiniens. Ils avaient ce problème-là aussi vis-à-vis des Syriens. Il y avait beaucoup de Syriens qui participaient à cette conférence, qui faisaient peur aux autres, d'ailleurs. Les autres se méfiaient. Quand on parlait avec quelqu'un, il y avait beaucoup de Libanais ou de Palestiniens avec qui, même moi, je pouvais parler assez librement. Et quand il y avait un Syrien qui approchait, on n'avait plus tellement envie de me parler. Hein. Et le discours qui était tenu par plusieurs Palestiniens, j'ai entendu ça plusieurs fois, je le cite presque littéralement, parce que j'ai entendu, il faut, ouvrez les guillemets, il faut cesser de dire que la lutte palestinienne est celle d'un peuple qui veut retrouver sa terre. C'est pourtant exactement ce que les Européens pro-palestiniens croient à ce moment-là. Il faut cesser de dire que la lutte palestinienne est celle d'un peuple qui veut retrouver sa terre. Elle est la lutte de la nation arabe contre l'impérialisme. Israël est le fer de lance de l'impérialisme au Moyen-Orient et les Palestiniens sont le fer de lance de la nation arabe. Les Palestiniens ont un rôle particulier dans cette affaire. Au nom de la nation arabe, ils luttent pour l'ensemble de la nation arabe, et d'ailleurs l'ensemble de la nation arabe doit être solidaire avec eux. En premier lieu, les Libanais. Nous sommes au Liban en 1981 quand ce discours est tenu. Une des discussions que j'ai eues avec certains Libanais ou certains Palestiniens au cours de cette conférence, j'essayais de leur dire qu'ils se trompaient en croyant que Israël est seulement l'instrument de la politique américaine, que Israël a un gouvernement, a une opinion publique qui ont des orientations politiques, ils savent assez bien ce qu'ils veulent. Quand leur politique est proche de celle des États-Unis, ils sont très contents. Quand leur politique les conduit à faire des choses très différentes de ce que souhaitent les Américains dans la région, ils le font aussi. Imaginez Israël comme une simple marionnette, pas manipulée par l'impérialisme, mais beaucoup d'Arabes ont cru ça, et probablement les gens avec qui je parlais à Beyrouth en 1981 continuent à croire ça, parce que c'est une explication simple des défaites des Arabes face aux Israéliens. On n'est pas en guerre contre Israël, si on était juste en guerre contre Israël, ça serait facile, ça serait réglé depuis longtemps. Le problème, c'est qu'on est en guerre contre l'impérialisme américain, et ça, c'est beaucoup plus puissant. Les accords de Camp David, adoptés en 1978, donc avant 1981,
ce dont j'étais en train de parler à l'instant, les accords de Camp David représentaient une voie plausible vers un règlement du conflit, mais nous savons qu'ils n'ont été suivis d'aucun effet à cause de, d'abord, la politique du gouvernement israélien et de Begin. L'homme, le principal responsable du fait que les accords de Camp David n'ont rien donné, c'est Begin. Carter a une part de responsabilité à cause de la lâcheté qu'il a eue lorsqu'il a accepté l'interprétation faite par Begin de la promesse de suspendre le développement des colonies pendant la période de transition, ce qui logiquement voulait dire la période de 5 ans prévue par les accords de Camp David entre le début d'une autonomie palestinienne et la définition du statut définitif des territoires occupés, et le Begin qui dit ben non, la période de transition c'était entre les accords de Camp David et la signature du traité de paix avec l'Égypte, qui fait qu'il reprend le développement des colonies dès le début, enfin le mois de mars de 1979. L'accord de Camp David, il a échoué aussi à cause de l'OLP. L'OLP qui l'a refusé parce qu'elle n'était pas associée et qu'elle défendait son rôle de porte-parole légitime unique des Palestiniens, et que donc l'échec de l'accord de Camp David, il est un échec à tort partagé, si vous voulez, même si le blocage principal a été celui des Israéliens. Si les Israéliens avaient commencé à l'appliquer sérieusement, peut-être qu'au bout d'un an ou deux, les types de l'OLP se seraient dit ça peut être intéressant. J'ai rencontré à Montréal il y a quelques années, je ne sais plus, 7, 8 ans, 10 ans peut-être, un Palestinien dont je ne donnerai pas le nom, qui était quelqu'un d'assez, disons, pas important dans la direction palestinienne, mais proche de gens importants dans la direction palestinienne, et qui, dans la conférence en petit comité qu'il faisait, parce que je lui ai posé une question, on parlait des accords d'Oslo et à quel point les accords d'Oslo c'était bien, et je dis les accords d'Oslo c'est pas mal, mais les accords de Camp David finalement étaient un petit peu mieux. Est-ce que vous ne regrettez pas que les accords de Camp David n'aient pas été appliqués? Donc, les accords d'Oslo, ça va être 1993, alors que les accords de Camp David, c'était 1978. Il y a 15 ans, et donc il y a beaucoup plus de colons, les choses sont beaucoup plus difficiles au moment des accords d'Oslo. Et ce Palestinien m'a dit que le Mahmoud Abbas, qui est le chef de l'autorité palestinienne au moment où a lieu cette rencontre à Montréal, que Mahmoud Abbas, en 1978, pensait que l'OLP aurait dû accepter l'accord de Camp David. Je ne sais pas si c'est vrai historiquement ou si c'est inventé après coup, mais même si c'est seulement inventé après coup, c'est révélateur de quelque chose. Pas que les accords de Camp David, c'est pas sûr que c'était une si mauvaise idée. C'est pas sûr que ça date en insistant beaucoup pour que ça soit inclus. Et qui n'est pas seulement un accord sur le traité de paix avec l'Égypte, mais qui est aussi un accord pour régler le problème palestinien, il avait intérêt à ce que ça marche. Parce que pour l'Égypte, la poursuite du conflit est perpétuellement un problème. Les Égyptiens sont solidaires des Palestiniens, c'est normal, ils ont la même religion, ils ont la même langue, ce sont des gens qui leur ressemblent, ils se sentent solidaires d'eux, et la répression israélienne en Cisjordanie, ou aussi les invasions du Liban par Israël, c'est très mauvais pour le gouvernement égyptien, parce que dans l'opinion publique égyptienne, ça rend plus difficile de faire accepter le traité de paix. Il y a beaucoup de gens en Égypte qui dénoncent le traité de paix avec Israël. Les dirigeants égyptiens veulent le maintenir. Je suis persuadé que ce traité est une très bonne chose pour l'Égypte. Mais il y a perpétuellement cette difficulté que la poursuite du conflit dans le territoire voisin rend plus difficile pour le gouvernement égyptien de justifier sa politique de poursuite du traité de paix. Donc l'accord de 1978 n'a rien donné. Les organisations palestiniennes, j'ai parlé de leur rôle au Liban, elles sont expulsées du Liban par les Israéliens et par les Syriens. C'est finalement les Syriens qui expulsent Arafat de Tripoli. Et à la suite de ça,
la situation dans les territoires occupés devient très différente. Parce que l'idée que le sort de la Cisjordanie va être réglé par une négociation internationale, cette idée-là, elle devient très faible à partir du moment où l'Égypte a un traité de paix avec Israël. Ce traité est respecté. Hein. Et donc, le traité de paix israélo-égyptien, sûrement, peut-être l'expulsion de l'OLP du Liban. L'OLP est affaibli beaucoup, elle n'est plus au Liban, elle est en Tunisie. En Tunisie, elle n'a plus de base populaire. La base populaire de Arafat, principale, c'était effectivement les Palestiniens du Liban. Il n'a plus du tout cela, il n'a plus du tout d'accès direct aux frontières israéliennes pour faire des affrontements ou des choses comme ça. Il est considérablement affaibli en étant expédié à Tunis, et il a encore la possibilité de faire de la diplomatie, mais il ne peut plus vraiment faire de la lutte armée. L'autre facteur qui va modifier l'attitude de la population palestinienne des territoires occupés, c'est le développement des colonies, pas dans les territoires. Le développement des colonies, évidemment, est interprété par les Palestiniens comme la preuve que les Juifs n'ont pas l'intention de partir, qu'ils ont l'intention de rester. Et une partie des colons le répètent tout le temps. Ils disent que c'est pour ça qu'ils sont là, pas pour rendre définitif le contrôle israélien sur ce territoire. Ensuite, les multiplications des colonies, ça a des quantités de conséquences pratiques. Hein. Ça entraîne des expropriations, ça entraîne de plus en plus de contrôles militaires pour assurer la sécurité de ces colonies. Ça entraîne un problème pour l'eau. Les Palestiniens ont de plus en plus de mal à obtenir une autorisation pour percer un puits. Alors que les colonies israéliennes en Cisjordanie peuvent avoir des piscines. Hein. Donc ça a toute une série d'inconvénients pratiques. Je vais raconter deux anecdotes, deux choses, une que j'ai observée moi-même et l'autre que j'ai lue dans le Jerusalem Post, un journal israélien. C'est la situation à Hébron. Dans la ville d'Hébron, qui est une ville de 150 000 habitants, quelque chose comme ça, il y a une implantation israélienne juive en plein milieu de la ville, qui est protégée par l'armée israélienne, et qui sont des gens, qui sont des militants, qui sont là pour que Hébron devienne définitivement une ville israélienne. Alors, le long de l'implantation israélienne, il y a une rue, qui est une rue de la ville d'Hébron, une rue commerçante où circule la population arabe. Je marchais moi-même, et il y a des immeubles israéliens le long de cette rue. D'un des côtés de la rue, les immeubles sont la colonie israélienne, et puis avec presque très peu de fenêtres d'ailleurs, mais par ces fenêtres, les colons avaient l'habitude de lancer des projectiles dans la rue en bas. Ils lançaient les cochonneries dont ils voulaient se débarrasser, ou ils lançaient des projectiles parfois assez lourds et assez dangereux. Et les autorités responsables de l'ordre public ont, au lieu d'empêcher ces gens de continuer à jeter des choses dangereuses dans la rue. Quand je me mets à lancer des choses sur mes voisins dans la rue, on va s'occuper de moi très vite pour que j'arrête. Et au lieu de faire ça, les autorités israéliennes ont posé une grille au-dessus de la rue pour que les projectiles en question, on peut continuer à recevoir des saletés, mais on ne peut plus recevoir des gros machins, des pièces de mobilier ou des choses comme ça, qui pourraient tuer quelqu'un. Donc ça diminue le risque. C'est comme ça qu'on se protège à Hébron contre le problème pratique que pose l'occupation, la présence d'implantations civiles en Cisjordanie. Un autre épisode, ça c'est pas quelque chose que j'ai vu, c'est quelque chose que j'ai lu dans le Jerusalem Post, mais c'est intéressant parce que c'est à la fois l'occupation israélienne dans ce qu'elle a de pire et la population israélienne dans ce qu'elle a de meilleur. Une colonie en Cisjordanie qui est une colonie de religieux ultranationalistes. Tous les ultranationalistes ne sont pas religieux et tous les religieux ne sont pas ultranationalistes, mais très souvent ils le sont, les deux choses vont ensemble.
Alors, dans cette colonie, il y a un rabbin qui a expliqué à ses fidèles que la terre a été donnée par Dieu aux Juifs, que donc tous les fruits de la terre appartiennent aux Juifs, et que les Arabes qui viennent récolter leurs olives dans une oliveraie à côté, une oliveraie qui a été plantée par les Palestiniens, qui a été entretenue par les Palestiniens, ils croient que c'est à eux, c'est eux qui ont travaillé pour que ça soit là. Et que ça, en fait, ça appartient aux Juifs, ben ouais, et que les Palestiniens qui viennent récolter leurs olives, c'est des voleurs, et donc les colons qui tirent au fusil sur les voleurs d'olives, hein, qui viennent récolter leurs propres olives, mais sont considérés comme des voleurs. Les Palestiniens se plaignent à l'autorité responsable de l'ordre public. Dans un endroit comme ça, puisqu'il y a une colonie civile, c'est l'armée israélienne qui est responsable des implantations civiles, de l'ordre public. Et les autorités militaires disent aux Palestiniens, écoutez, c'est dangereux, peut-être que vous ne devriez pas aller récolter vos olives, ce qui est une drôle de conception du maintien de l'ordre. Mais en Israël, des civils, eux, vont apprendre cette histoire, être scandalisés et vont se mobiliser pour aller aider les Palestiniens à récolter leurs olives. Et ils vont les aider en les accompagnant. C'est comme ça, si les colons tirent, s'ils tuent un arabe, on va toujours pouvoir prétendre qu'il était armé, ou qu'on a cru qu'il était armé. C'est vrai, c'était juste un bâton, mais on a cru que c'était un fusil. Donc on était en situation d'autodéfense, on avait le droit de tirer. S'il tue un Israélien, ça va être une histoire beaucoup plus grave. Et donc, en étant là, physiquement, il protège les récolteurs d'olives. Bon, il y a des quantités d'anecdotes comme ça, n'est-ce pas, qui ont alimenté le mécontentement, le ressentiment, la cohabitation tellement difficile des Palestiniens avec énormément de colons, avec énormément d'entre eux. Donc, les conséquences pratiques de la colonisation, l'affirmation de plus en plus claire de la volonté israélienne d'annexion et même de transfert. À ma connaissance, le mot apparaît dans le débat public israélien au début des années 90. Je ne suis pas absolument sûr de ça, c'est à ce moment-là que je l'ai remarqué. Un certain nombre de gens, dont des politiciens de premier plan, donc des gens qui ont été ministres dans certains gouvernements, qui disent, écoutez, la terre d'Eretz Israël, c'est la façon dont les Israéliens les plus nationalistes désignent l'ensemble du territoire de la Palestine, ce territoire, il doit rester à nous, il n'y a pas d'autre solution, et comme la cohabitation avec les Arabes, c'est difficile, ben, le mieux c'est que les Arabes s'en aillent. Alors, on ne va pas les chasser à proprement parler, mais on va faciliter leur départ. Et une des logiques de la politique israélienne, surtout quand le Likoud est au pouvoir, c'est on rend la vie impossible ou la vie très pénible pour les Palestiniens dans les territoires occupés pour leur donner envie de partir. Et s'ils voulaient s'en aller, on leur faciliterait les choses pour qu'ils s'en aillent. Et ça nous permettrait ça permettrait de régler le conflit. C'est dans ce contexte donc d'aggravation de la situation dans les territoires occupés qu'éclate la première intifada, qui éclate en décembre 1987. Alors, en réalité, dans les années 80, l'intifada elle est rampante, notamment les lancers de pierres contre des automobilistes israéliens qui circulent en Cisjordanie, quelque chose comme ça. Il y a énormément d'incidents comme ça, dont des incidents assez graves avec des gens qui ont été gravement blessés parce que leur pare-brise avait été brisé par un caillou, quelque chose comme ça. Et en décembre 1987, ça prend la forme d'une manifestation nombreuse avec des jeunes gens qui jettent des pierres aux soldats, et les manifestations deviennent quotidiennes, deviennent permanentes à partir de décembre 1987. Alors, c'est beaucoup plus une révolte populaire que tout ce qui s'était passé avant.
c'est pas vraiment de la non-violence, mais c'est de la moindre violence. Les lancers de cailloux, c'est pas aussi violent que les détournements d'avions ou que les infiltrations d'hommes armés à partir de la Jordanie ou à partir du Liban dans le passé, qui faisaient des morts quand ils réussissaient leur coup, qui faisaient des morts dans la population israélienne quand ils réussissaient leur coup. C'est des manifestations et des participations beaucoup plus nombreuses, avec un niveau de violence plus bas. Ce sont des manifestations qui sont organisées par un leadership local. C'est pas l'OLP de Tunis qui a déclenché ça. L'OLP de Tunis va devenir la délégation extérieure, pas la mission diplomatique de la révolte palestinienne. Ça devient donc un mouvement populaire de protestation, en fait beaucoup plus puissant que ce que l'on avait appelé le terrorisme dans les périodes précédentes, et ça va entraîner une prise de conscience dans au moins une partie de la population israélienne que l'occupation ne peut pas durer éternellement, qu'on ne peut pas, comme beaucoup d'Israéliens le croyaient vers 1972, se dire, après tout, les Palestiniens, ils sont tranquilles, ça se passe pas mal, ça peut durer très longtemps. Tant que les États arabes ne se décident pas à négocier avec nous, on garde ces territoires et on les développe, on cohabite avec eux, et les choses vont se passer assez bien. Ça, c'était la vision d'avant la guerre de 1973. La guerre de 1973 rend déjà plus difficile cet optimisme israélien sur l'avenir, et dans les années 80, ça devient encore plus difficile, et surtout à partir de l'intifada de 1987. Alors, la crise koweïtienne de 1990-91, qui a lieu alors que l'intifada est en cours, la crise koweïtienne a risqué de tout faire échouer. Bon, Arafat, qui essayait de se rapprocher des Américains pour pouvoir négocier. Je vous ai déjà dit, c'est Moubarak, le président égyptien, et Hussein, le roi de Jordanie, qui lui ont expliqué que pour obtenir quelque chose des Israéliens, il fallait passer par les Américains. Et Arafat va soutenir Saddam Hussein, ce qui n'est pas du tout une bonne idée, ni vis-à-vis des Israéliens, ni vis-à-vis des Américains, ni même vis-à-vis des autres gouvernements, la plupart des autres gouvernements arabes. Ça n'aura pas de conséquences tragiques. Pendant la crise de Koweït, les gouvernements arabes ont souvent dit aux Américains pourquoi vous faites une telle histoire avec l'occupation du Koweït par l'Irak, qui a commencé à l'été 90, alors que vous ne vous occupez pas, vous ne faites rien pour mettre fin à l'occupation de la Cisjordanie par Israël, qui dure depuis 1967. C'est beaucoup plus grave, ça dure depuis beaucoup plus longtemps, peut-être que vous devriez vous en occuper aussi. Et les Américains avaient plus ou moins promis à leurs alliés arabes contre l'Irak de s'en occuper. Et ça va entraîner la réunion en octobre 91 d'une conférence à Madrid, une conférence à Madrid auquel participent les différents gouvernements arabes, le gouvernement israélien, les Américains et les Soviétiques, co-présidents de la conférence, grande conférence publique solennelle qui n'a jamais rien donné dans le cadre de ce conflit. Ça ressemble à ce qui s'était passé à Genève à la fin de 1973. Mais c'est cependant à Madrid qu'ont été pris un certain nombre de contacts entre des Israéliens et des Israéliens travaillant pour le gouvernement israélien et des Palestiniens travaillant pour l'OLP, qui va déboucher assez vite sur un déblocage. Pas ce déblocage, il va être facilité par une victoire électorale des travaillistes en juin 92. Dans les années 80, le gouvernement israélien était tout le temps partagé entre le Likoud et les travaillistes. Il faisait des alliances avec des alternances. Le chef du Likoud et le chef était Premier ministre pendant 2 ans, et puis le chef des travaillistes était Premier ministre pendant 2 ans, etc. Un système compliqué, mais c'était plutôt la coopération des deux grands partis politiques, le travailliste qui sont encore peut-être un peu un parti de centre-gauche, et le Likoud qui est très clairement un parti à droite ultra-nationaliste. En juin 92, les travaillistes gagnent nettement plus de sièges que le Likoud. Ils ont la possibilité de faire une coalition sans le Likoud. Et c'est Rabin
qui est redevenu chef du Parti travailliste et qui devient Premier ministre. Et l'arrivée au pouvoir de Rabin va accélérer la possibilité de négociation avec les Palestiniens, ce qui débouche en août 93 par les accords dits d'Oslo, qui vont être négociés secrètement en Norvège. La Norvège joue à ce moment-là un rôle important dans le monde pour favoriser des règlements de paix. Ils vont le faire entre Israël et l'Égypte, ils vont le faire aussi au Sri Lanka, pour essayer d'aider les habitants du Sri Lanka à mettre fin à une guerre civile très grave dans ce pays. Donc il y a je dirais, la paix est leur métier dans le cas des Norvégiens. Ils ont permis cette négociation tout à fait confidentielle, où le résultat est annoncé en août 93 et surprend. Il y avait très peu de gens qui étaient au courant que cette négociation était en cours. Et l'accord, il est signé à Washington le 13 septembre 93. La première conséquence positive que ça va avoir, c'est de permettre à la Jordanie de signer un traité de paix. La Jordanie, en fait, elle est en paix non déclarée avec Israël depuis longtemps. Et le roi de Jordanie, à la fin des années 80, a renoncé explicitement à toute revendication sur la Cisjordanie. Il a dit ça c'est vraiment l'affaire des Palestiniens. La Jordanie ne veut plus avoir de responsabilité vis-à-vis de ce territoire qu'elle gouvernait avant 1967. Mais le roi de Jordanie ne peut pas faire la même chose que l'Égypte, c'est-à-dire signer un traité de paix avec Israël, tant que les Palestiniens n'obtiennent rien. Le fait que l'OLP elle-même accepte de négocier avec Israël, de faire un accord avec Israël, à Oslo et à Washington, d'un seul coup, ça autorise la Jordanie à faire la même chose sans être accusée de trahison. Et la Jordanie signe un traité de paix avec Israël, traité de paix qui est respecté jusqu'à aujourd'hui. L'accord d'Oslo concernant les Palestiniens ressemble à celui de Camp David en un peu moins bien. Il est plus acceptable pour l'OLP parce que c'est l'OLP elle-même qui l'a négocié, mais le contenu, à part ce détail, le contenu est plutôt moins bien que celui de Camp David. Il prévoit, comme Camp David, l'élection d'une autorité palestinienne par la population des territoires occupés et une période de transition avant l'adoption d'un statut définitif. Statut définitif qui n'est pas du tout défini, pas du tout dit il y aura un État palestinien indépendant. Mais ça peut être un État palestinien indépendant, ce statut définitif. La période de transition, qui était prévue de 5 ans dans l'accord de Camp David, elle est maintenant de 66 mois, donc de 6 mois de plus. Cette période de transition présente deux dangers. D'abord, l'accord d'Oslo ne dit rien des colonies israéliennes dans les territoires occupés. Le minimum, je crois, pour qu'une négociation soit crédible aux yeux des Palestiniens, c'est que le développement des colonies arrête. Peut-être que le démantèlement des colonies, quelque chose qui peut être négocié après, lesquelles on démantèle pas, comment, etc. Mais l'idée qu'on est en train de négocier la fin du conflit et on continue à développer les implantations en Cisjordanie, c'est extrêmement décourageant pour les Palestiniens. Ça ne les pousse pas du tout à prendre au sérieux ce processus. J'ai demandé à un intellectuel israélien qui était en visite à Québec et qui était très clairement un type pro-travailliste et pro-Rabin. J'ai demandé c'était après la mort de Rabin, qui a été tué en 95, vous le savez. Je lui ai demandé pourquoi Rabin, qui entre 74 et 77 apparaissait comme tellement hostile au développement des colonies, pourquoi il n'a pas inclus au moins le gel du développement des colonies dans l'accord d'Oslo. Et il m'a répondu il l'aurait fait plus tard s'il avait vécu, il ne l'a pas fait parce que ça aurait augmenté l'hostilité en Israël contre les accords d'Oslo.
Bon, je ne sais pas ce que vaut ce que vaut cette réponse. Il est difficile d'être sûr que Rabin avait vraiment la volonté de régler le conflit en faisant un État palestinien. Aujourd'hui, beaucoup d'Israéliens le disent, c'est plutôt bien, n'est-ce pas, d'attribuer rétrospectivement à Rabin cette intention-là. Ça donne à ce projet-là une certaine forme de crédibilité. C'est pas sûr du tout que c'était vraiment le projet que poursuivait Rabin ou qui l'aurait poursuivi s'il n'avait pas été assassiné en 1995. L'autre problème de l'accord, évident dès le départ des accords d'Oslo, c'est la durée de la période de transition. Quelque chose qu'il faut bien comprendre dans le cas des règlements de guerre civile ou des règlements de conflits très graves comme ça, c'est que quand on approche du règlement, la violence augmente. On observe ça en Algérie, on observe ça en Irlande à certains moments. Quel que soit l'accord de règlement, il va y avoir des gens qui ne sont pas d'accord. Il va y avoir des gens, peut-être minoritaires dans les deux camps, qui vont penser que c'est trop ou que c'est trop peu. Il va y avoir, s'il y a une entente israélo-palestinienne, il va y avoir des Israéliens qui pensent que toute la Palestine doit revenir à Israël, que c'est notre terre et que les Arabes n'ont qu'à s'en aller. Et il y a des Palestiniens qui vont penser que toute la Palestine doit revenir, y compris Tel Aviv, Haïfa, Jaffa, tout le territoire qui est le territoire d'Israël, ce qui était la position de l'OLP des années 60 ou du début des années 70. Donc, quel que soit l'accord de paix, il y aura des mécontents parmi les radicaux dans les deux camps. Et ces gens auront la possibilité d'essayer de faire capoter l'entente en faisant des provocations. Et effectivement, l'accord d'Oslo va entraîner des nouveaux attentats dans les deux sens. Des nouveaux attentats palestiniens qui vont se mettre à faire quelque chose qu'ils n'avaient pas fait avant, c'est des attentats suicides en Israël, c'est-à-dire des gens qui rentrent en Israël avec des explosifs sur eux et qui se font sauter à la terrasse d'un café, comme ça, en tuant beaucoup de civils. C'est une forme de terrorisme que les Israéliens n'avaient pas expérimenté avant les accords d'Oslo. Et il y a aussi des tentatives de terrorisme anti-palestinien par des juifs radicaux, ultranationalistes en Israël. Et finalement, l'assassinat de Rabin en 1995 est un autre de ces assassinats faits par des extrémistes juifs israéliens. Donc, très souvent en politique, on pense que aller lentement, c'est prudent. Il faut procéder par étapes, etc. Il y a des situations dans lesquelles c'est dangereux d'aller lentement, dans lesquelles c'est prudent d'aller vite. Et je crois que un règlement israélo-palestinien est un cas de cela. Que la période de 5 ans prévue par les accords d'Oslo, enfin un peu plus de 5 ans, 5 ans et demi, était une période beaucoup trop longue qui a donné des possibilités aux extrémistes qui voulaient faire échouer le processus d'agir de façon très dangereuse. Si la période de transition avait duré 6 mois, ça aurait été beaucoup moins difficile. Alors, le processus de transition de 5 ans, il commence officiellement le 13 octobre 1993 et doit se terminer le 13 avril 1999. Il prévoit toute une série d'étapes, le retrait de Gaza et de Jéricho qui doit être terminé en avril 1994, l'élection d'un conseil de l'autonomie palestinienne qui doit être faite en juillet 1994 au plus tard, en décembre, entre le 13 décembre 1995 et le 13 avril 1996, les négociations sur le statut définitif des territoires, et entre le 13 décembre 1998 et le 13 avril 1999, l'entrée en vigueur de ce statut définitif. En fait, dès le 12 décembre, le processus commence à prendre du retard, très largement parce que les Israéliens disent « Ah oui, mais c'est difficile, c'est compliqué, les Palestiniens ne font pas exactement ce qu'on attend d'eux, donc on est obligé de retarder. » L'élection d'une autorité palestinienne qui devait avoir lieu en 1994 n'aura lieu en fait
que en 1996, et l'accord d'Oslo prévoyait 3 types de territoires, des territoires en Cisjordanie, des territoires qui restent entièrement sous contrôle israélien, parce que c'est là que vivent les colons israéliens, ou les territoires immédiatement à proximité, qui restent contrôlés par l'armée israélienne. Il y a des territoires où l'administration est palestinienne et la sécurité reste israélienne, c'est-à-dire l'administration civile, les écoles, la santé, des choses comme ça. L'autorité palestinienne va pouvoir s'en occuper, mais il n'y aura pas de police palestinienne, la sécurité va être assurée par l'armée israélienne. Enfin, il y a des territoires, essentiellement le centre des villes les plus peuplées, ou les villes les plus peuplées, à l'exception d'Hébron, où là la sécurité reste israélienne, à cause de la présence des colons dans le centre de la ville, où l'administration civile est palestinienne, et la sécurité palestinienne aussi. Il va y avoir une police palestinienne qui va se développer, qui va avoir des armes, qui va participer au contrôle de la sécurité dans une partie de ce territoire. Alors, les négociations entre Israéliens et Palestiniens dans les années qui suivent vont porter tout le temps sur le transfert d'un bout de territoire d'une de ces catégories à l'autre, pas de transférer progressivement des territoires entièrement sous contrôle israélien à des territoires partiellement sous contrôle palestinien et éventuellement à des territoires où la totalité du contrôle est apparemment palestinienne, bien qu'il reste assiégé, il reste entouré par l'autorité israélienne. Les ressources financières dépendent d'Israël, qui reverse aux Palestiniens une partie des impôts qui sont prélevés sur les marchandises, des choses comme ça. Et donc, cette autonomie, elle est en fait très limitée, même dans les endroits où il n'y a plus de soldats israéliens, où il y a des policiers palestiniens et où il y a une administration civile palestinienne. Mais le plus grave, je crois, de cette affaire, ça a été que ces 3 statuts de territoire débouchent sur des difficultés énormes de circulation pour les Palestiniens. Quand je suis allé en Cisjordanie, en 1972, on circulait complètement librement sur ce territoire. Il n'y avait pas de contrôle israélien nulle part. On pouvait même passer entre Israël et la Cisjordanie presque librement. C'était plus compliqué à Gaza. Là, il y avait des contrôles. Mais dans le cas de la Cisjordanie, la liberté de circulation était très très grande et l'activité économique n'était pas entravée perpétuellement par des contrôles. Alors que les 3 statuts des tout petites enclaves, ça devient une peau de léopard, le territoire de la Palestine, où pour se déplacer de 5 km d'un endroit à un autre, on a toujours un contrôle à un moment, parce qu'on change, on passe d'un territoire qui a un statut à un territoire qui a un autre statut. J'ai revu la Cisjordanie en 2010, et c'était bien différent, avec notamment cet obstacle permanent à la circulation qui résultait des contrôles israéliens à la limite des territoires ayant des statuts différents. Et ça va donner, dans le cas des Palestiniens, quelque chose de très tragique. C'est que l'accord d'Oslo, qu'ils ont accueilli très souvent avec beaucoup d'espoir, en se disant on espère que ça va arriver à déboucher sur une amélioration de nos conditions de vie, et en réalité, ça les a dégradés. Alors de nouveau, si ça n'avait duré que 6 mois, des difficultés de la période de transition, peut-être que ça aurait été supportable. Mais à partir du moment où ça dure, c'est annoncé comme devant durer 5 ans et demi, et en réalité, ça a pris du retard dès le début, donc c'est évident que ça va durer beaucoup plus que 5 ans et demi, et la situation matérielle des gens en Cisjordanie se dégrade à cause des conséquences de l'accord d'Oslo. Alors, Rabin est assassiné le 4 novembre 1995. Il est assassiné au cours d'un meeting politique, d'une grande manifestation sur la voie publique. Il est assassiné par un militant extrémiste juif israélien qui l'accuse de vouloir abandonner les territoires que Dieu a donnés aux Juifs et que les Juifs doivent garder.
est le premier conseil législatif palestinien. Il est élu en mars 1996 et siège à Ramallah, qui est devenu une sorte de capitale provisoire de l'autorité palestinienne en Cisjordanie. À la suite de l'assassinat de Rabin, les difficultés du processus vont venir très largement du fonctionnement du système politique israélien. Beaucoup de gens en Israël, depuis longtemps, prétendaient que pour essayer de sortir de l'espèce de paralysie perpétuelle du gouvernement israélien à cause de la multiplicité des partis politiques. Il y a toujours 9 ou 10 partis politiques dans le Parlement. Aucun n'a la majorité à lui tout seul. Il faut toujours faire des coalitions. On a toujours des problèmes épouvantables à faire des coalitions et les gouvernements sont paralysés par tel ou tel petit groupe. Bon, Israël est un cas classique, pas de théorie des gens qui disent que la représentation proportionnelle, c'est mauvais. Bon, en fait, ça fonctionne mal en Israël, mais il y a des pays où ça fonctionne très bien. Fin de parenthèse sur le système électoral. Et beaucoup de gens en Israël disaient le moyen de sortir de ça, ça serait de faire élire le Premier ministre directement par la population. On continuerait à élire un Parlement, on élirait séparément un Premier ministre, et le Premier ministre resterait responsable devant le Parlement. C'est-à-dire pourrait être renversé par le Parlement alors qu'il a été élu séparément du Parlement, en même temps, mais avec un vote différent. Il y a des gens au Québec qui proposent ça pour le Premier ministre du Québec, qui pensent que ça serait une bonne idée. Je pense que c'est une très mauvaise idée, et parce qu'il y a une contradiction entre le fait d'élire séparément le Premier ministre et qu'il continue à être responsable devant le Parlement, pas dans le système présidentiel américain, où là les deux sont élus séparément, le Parlement ne peut pas renverser le président. Il faut faire une procédure d'impeachment, mais c'est beaucoup trop compliqué. Rabin avait été favorable à cette réforme électorale qui est faite pendant qu'il est Premier ministre, parce qu'il pensait que ça lui donnerait plus d'autorité pour imposer sa volonté, pour réaliser le processus de paix. Je vous disais tout à l'heure, c'est pas sûr que Rabin visait vraiment la création d'un État palestinien. Ce qui est à peu près sûr, c'est qu'il était le seul qui aurait eu l'autorité pour imposer à tous les Israéliens qui étaient opposés à un règlement avec les Palestiniens, pour leur imposer ce règlement, n'est-ce pas? Et aucun de ses successeurs n'a eu une autorité comparable. Il avait peut-être cette autorité, c'est pas sûr qu'il l'aurait utilisée comme le souhaitent, le disent rétrospectivement les gens qui pensent que le processus de paix c'était Yitzhak Rabin, mais qu'avec l'assassinat de Rabin, ce processus a été tué en même temps. C'est Shimon Peres qui va succéder à Rabin comme chef du Parti travailliste, et c'est lui qui va être battu à l'élection pour le siège de Premier ministre, la première élection où les Israéliens votent séparément pour élire le Premier ministre, c'est en 1996, et c'est Netanyahou qui bat Shimon Peres et qui devient Premier ministre, qui va le rester jusqu'en 1999. En 1999, c'est un dénommé Barak, un ancien général, dont Rabin avait favorisé beaucoup la carrière politique après qu'il ait quitté l'armée, qui devient Premier ministre, et là en gagnant l'élection, toujours l'élection directe du Premier ministre, avec 56% des votes contre Netanyahou à 44%. Ça, c'est une très belle victoire pour une élection comme celle-là. Barak, dont moi je ne pouvais pas connaître les opinions politiques quand il devient Premier ministre, j'avoue que j'ai eu beaucoup d'espoir. Je me suis dit, non, il a même une belle majorité. Il arrive à faire une coalition avec une belle majorité dans le Parlement. En fait, Barak va être un échec complet. Il dit il faut d'abord négocier avec la Syrie. On ne va pas s'occuper des Palestiniens, c'est trop compliqué. On va d'abord négocier avec la Syrie. Avec la Syrie, ça ne donne rien du tout parce qu'il veut garder une partie du Golan. Et donc, les négociations avec la Syrie échouent. Il prend une seule bonne décision, dont nous avons déjà parlé, c'est l'évacuation du Sud-Liban en 2000, où il fallait prendre cette décision unilatérale. Et dans le cas des négociations avec les Palestiniens, Clinton va un peu l'obliger à l'été 2000 d'avoir une négociation. Clinton est en fin de mandat, c'est la fin de son deuxième mandat, il ne peut pas être réélu de nouveau à l'automne, et donc les chances que Clinton puisse
veiller à l'application d'un accord qui aurait été obtenu grâce à sa médiation à l'été 2000 est vraiment très 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 faible. Alors la négociation de l'été 2000 va donner une seule bonne idée entre Israéliens et Palestiniens, c'est l'idée de faire un échange de territoire. L'idée que le problème des colonies, des 250 000 Israéliens qui maintenant vivent en Cisjordanie, qu'on peut diminuer ce problème en modifiant la frontière par rapport aux lignes d'armistice d'avant 1967, et on pourrait rattacher presque la moitié de ces 250 000 personnes à Israël directement. Et on ferait ça avec un échange de territoire. Israël donnerait ailleurs du territoire aux Palestiniens. Il n'y a pas eu de négociation sur le détail, sur quelle colonie allait être rattachée à Israël et quel territoire allait être donné par les Israéliens à l'État palestinien. Mais le principe d'un échange de territoire est une bonne idée pour rendre moins difficile le problème des colonies. Mais ça ne fait pas disparaître le problème des colonies, il en reste quand même une bonne moitié. Ceux qui sont au centre de Hébron, il n'y a aucun moyen de les rattacher à l'État d'Israël en faisant une modification des frontières. Pour beaucoup d'autres, c'est impossible. Donc pour la négociation qui va échouer à l'été 90, où on nous a dit très souvent pas que les Israéliens ont fait des propositions extrêmement généreuses à Arafat et que Arafat les a refusées. Il les a refusées en soulevant le problème du retour des réfugiés de 48, ce qui est un problème qui n'a aucune solution raisonnable possible, et que donc c'est Arafat qui est responsable de l'échec de cette négociation. C'est bien sûr ce que va répéter Barak, c'est aussi ce que va répéter Clinton. Sur ce sujet, il faut vraiment lire le livre de Charles Anderlin, qui est dans la bibliographie du cours, et qui est une présentation extrêmement honnête, extrêmement intelligente de ce qui s'est passé vraiment. La prétendue générosité israélienne, on ne sait pas si les territoires qu'ils auraient proposés aux Palestiniens pour échanger certaines colonies si ça aurait été généreux ou pas. Les autres colonies, elles seraient sous souveraineté palestinienne, mais cette souveraineté ne s'exercerait pas. Et ces colonies resteraient là, aucune ne serait déménagée. Je crois que pour faire un État palestinien, il faut déménager au moins une partie des colonies israéliennes. C'est impossible de les laisser là, étant donné ce que sont leurs habitants, qui ne peuvent pas accepter de devenir palestiniens, qui sont là pour empêcher un État palestinien d'exister. On ne peut pas les laisser dans un État palestinien et dire l'État palestinien va être indépendant. Alors, ils vont rester là, mais ils vont rester là, protégés, surveillés par l'armée israélienne. Ça va être du territoire palestinien, mais qui va être loué à Israël pour une période indéterminée pour que les colonies puissent rester là. Donc ces colonies, elles sont théoriquement provisoires, mais on ne sait pas provisoires pendant combien de temps. On a prétendu aussi que les Israéliens avaient accepté que Jérusalem devienne la capitale de l'État palestinien. Alors là, il y a une espèce d'escroquerie intellectuelle, puisque les Israéliens ont accepté que la ville de Jérusalem reste avec les limites qu'ils lui ont faites en l'élargissant depuis 1967, que ça reste entièrement en Israël, mais que un patelin de banlieue, là, qui est encore en Cisjordanie, qui s'appelle Abu Dish, que Abu Dish changerait de nom et s'appellerait Al-Quds. Al-Quds, c'est le nom arabe de Jérusalem. Et que donc Abu Dish, devenu Al-Quds, pourrait être la capitale de l'État palestinien. Et donc l'État palestinien pourrait effectivement avoir sa capitale à Jérusalem. Bon, ça ressemble à une escroquerie intellectuelle, de vouloir faire croire que c'est l'équivalent de partager la ville de Jérusalem. Et donc, ensuite, on présente ça à Arafat comme un accord final. Puisque c'est un accord final, il est obligé de soulever
le problème des réfugiés de 1948. Je crois que la seule solution au problème de Jérusalem et au problème des réfugiés de 1948, je pense qu'une solution, la création d'un État palestinien me semblait pas impossible à ce moment-là. Il ne semblait pas impossible que les Israéliens l'acceptent. Et l'idée d'un échange de territoire pour ne pas avoir trop de colonies à déménager me semblait un acquis positif de la négociation de l'été 2000. Mais que sur le problème de Jérusalem et sur le problème des réfugiés, il n'y a pas de solution réalisable. Et que donc il faut résoudre tout le reste et accepter que l'accord de paix, il est provisoire, il est incomplet, et qu'on va continuer à négocier ensuite le statut définitif de Jérusalem, et qu'en attendant, Jérusalem reste contrôlée par les Israéliens, que c'est la formule de Sadat, je crois que je vous ai déjà mentionné, il faut que Jérusalem soit partagée sans être divisée. Peut-être qu'un jour, un État palestinien sage et développé et un État israélien pacifié seront capables de s'entendre pour faire ça à Jérusalem. C'est évidemment complètement impossible dans l'immédiat. Que donc dans l'immédiat, la seule solution, c'est que ça reste israélien, à condition qu'on dise que c'est provisoire. Et la même chose pour les réfugiés. Il faut dire que les réfugiés ont des droits. Il ne faut pas dire que c'est le droit de revenir dans leur pays où ils ont vécu, parce que ce n'est pas possible. Il faut dire qu'ils ont des droits et qu'on va continuer à négocier pour savoir comment vont être réalisés ou mis en œuvre ces droits. Pas qu'un règlement en 2000, si Clinton m'avait pris comme conseiller pour essayer de proposer quelque chose qui a une chance de marcher, que c'est ça qu'il fallait faire. Il ne pouvait pas avoir un accord définitif, il pouvait avoir un accord qui permet l'établissement d'un vrai État palestinien, à condition qu'il y ait un échange de territoire pour diminuer le nombre des colonies problématiques, à condition qu'on accepte que à Jérusalem, la question de Jérusalem et la question des réfugiés restent à négocier pour l'avenir et qu'on peut faire un État palestinien qui fonctionne même si on accepte ça. On ne peut pas faire un État palestinien qui fonctionne si on maintient toutes les colonies israéliennes sur le territoire palestinien. Ça, c'est une impossibilité complète. Nous allons continuer dans la prochaine leçon à analyser la façon dont ça s'est déroulé. Les relations israélo-palestiniennes vont se dérouler ensuite et vont continuer à se dégrader ensuite. Je vous remercie de votre attention.